Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est que l'on parcourt ensemble les 15 pages du compte-rendu préliminaire sur le crash du 12 juin 2025 du 787 en Inde, afin que vous compreniez ce qui est vraiment présent dans ce rapport, ce qui n'est pas dit également dans ce rapport, de manière à vous permettre de mieux comprendre cette situation qui est largement commentée sur les réseaux sociaux où ça a tendance à partir dans tous les sens. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec le rapport. Le rapport fait donc 15 pages et est très professionnel et à différents niveaux va nous permettre de corriger certaines fausses informations qui circulent. On attaque dans l'ordre. On commence avec les informations générales, où on va avoir des informations notamment sur les qualifications de l'équipage. Donc on sait qu'il y avait 230 personnes à bord, 10 membres d'équipage, 2 flight crew. Ça veut donc dire qu'il n'y avait pas d'instructeurs supplémentaires, qu'il n'y avait pas de personnel en renfort dans le cockpit, mais tout ça est légal pour un vol qui part de l'Inde qui devait aller à Gatwick. On a l'information générale qui vient nous expliquer que le 12 juin, le AAIB, on en a parlé sur la dernière vidéo, qui est l'équivalent du BA, du Bureau Enquête Accident français, est en train d'enquêter. Que le crash a eu lieu à 8h09 et il nous explique le contexte légal dans lequel ils vont intervenir. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la France ne va pas participer parce que les réacteurs ne sont pas français, qu'il n'y en a rien de français en fait dans l'avion, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce que notre bureau d'enquête soit de la partie. Injuries to person, donc on a fatal, 12 membres d'équipage, 229 passagers, il y a eu un survivant, 19 personnes au sol qui n'ont rien demandé et 67 blessés sérieux ou mineurs au sol. L'avion. L'avion date de 2013. Il est d'un point de vue légal complètement dans les normes. Il a, comme on disait, du GENX, donc ça fait un jeu de mots et qui fonctionnait, qui n'avait pas de soucis particuliers. Le point intéressant, c'est on voit qu'il y a eu la dernière maintenance qui a été faite après 7255 cycles, donc on est sur un avion qui est complètement dans la norme. On voit également la date d'installation, alors ça c'est un petit point intéressant, on voit que les moteurs sont gérés de manière séparée. Il ne faut pas croire qu'on change par exemple les deux moteurs en même temps. Donc là on voit que le 1er mai 2025, on a eu la left engine qui a eu des modifications et la right engine, elle, ça a été installé le 26 mars. Donc chaque pièce dans un avion a sa vie, est suivie au niveau de la maintenance et tout ne fonctionne pas tout le temps. Et c'est normal. C'est pour ça qu'on a la MEL, Minimum Equipment List, avec différents niveaux de catégorie qui vont vous dire si ce qui est en panne dans l'avion est critique pour le vol, empêche le vol, ou alors doit être réparé dans un certain laps de temps. Et là, c'est ce qui nous est détaillé. Il y avait 4C au niveau de la MEL, ce qui veut dire que le 12 juin, vous aviez 4 systèmes qui avaient été détectés comme ne fonctionnant pas de manière nominale et qui devaient être changés ou être réparés avant le 19. Donc il leur restait 5 jours. Donc on avait le Flight Deck Door Visual Surveillance, donc la surveillance au niveau de l'accès aux portes, au poste d'équipage. On avait des fonctions au niveau de la carte de l'aéroport et un petit printer, bref, des petits détails. Mais comme vous voyez, tout est traqué dans l'aérien et la compagnie avait un certain nombre de jours, parce que c'est catégorie C, pour réparer ça. On ne va pas garder un Dreamliner au sol parce qu'il y a une imprimante qui ne marche pas. C'est pour ça que c'est catégorie C. On avait de la catégorie A avec la génération de nitrogène à bord. Et là, il fallait que ça soit réparé avant le 20 juin. Donc, un avion, j'insiste, on a une MEL, on a quelque chose qui ne marche pas, on regarde. Si par exemple c'est le moteur gauche qui est en panne, on ne va pas partir. C'est mission critical, on en a besoin pour le vol. Si par contre c'est un toilette qui ne fonctionne pas, sur un Dreamliner, on a un certain nombre de toilettes avec lesquelles on doit partir en vol. S'il y a un seul toilette qui ne fonctionne pas, on va quand même y aller. Ça va être sur la MEL et l'entreprise, la compagnie va avoir un certain nombre de jours pour réparer. C'est ça en fait la philosophie. Ensuite derrière, ça va beaucoup faire parler. On voit que le 17 décembre 2018, la FAA, donc c'est l'autorité américaine, avait sorti un bulletin spécial par rapport à la navigabilité des avions sur
le retour d'expérience, toujours très important dans l'aviation, d'opérateurs de 737 qui disaient qu'il y avait des petits soucis au niveau du Fuel Control Switch. Donc le Fuel Control Switch, on a expliqué sur la dernière vidéo ce que c'est. C'est un petit, tiens, on va regarder de suite là sur Dreamliner. C'est un petit bouton, hop, qui est situé ici là, et qui va vous permettre en fait de couper l'arrivée de carburant au réacteur. Donc vous l'utilisez 2 fois dans le vol, une première fois pour le mettre sur Run, pour qu'on puisse démarrer et que ça fonctionne. Et à la fin du vol, vous le mettez sur Cut-Off. Il a été choisi de le mettre juste là, juste après la manette des gaz. On va en reparler dans les points en fait, de leçons qu'on peut peut-être sortir de tout ça. Mais normalement, on est censé y toucher avant la mise en route et puis après le vol. Maintenant, si vous avez une double panne moteur en vol, vous allez faire un cut-off et vous allez le remettre tout de suite sur l'avant après une seconde. C'est en gros les seules fois où vous allez devoir y toucher. Donc, ce n'est pas un bouton qui a vocation à être souvent utilisé, que 2 fois par vol. Donc par rapport à ça, il y avait un petit souci et ils ont sorti un petit bulletin où on devait faire normalement de manière préférable une certaine maintenance et les Indiens ont décidé de ne pas le faire. Je dis Air India a décidé de ne pas le faire, on le voit ici. Et la raison pour le fait qu'ils n'ont pas fait cette modification, c'est parce que ce n'était pas obligatoire. Voilà. Donc c'est tac tac, were not carried out, c'est ici parce que c'était advisory et pas obligatoire. Donc ça risque de faire parler. Les chances pour que c'est un rapport sont de 10 puissance moins 25, on ne peut jamais dire jamais, mais c'est spécifié et c'est intéressant de voir qu'ils ont fait ce travail de recherche, d'aller retrouver tous les points de rétex et qu'à un moment, sur Dreamliner chez India, quelqu'un à la maintenance a pris la décision que c'était advisory et pas obligatoire et qu'il ne fallait pas faire des modifications pour leur flotte. Au niveau des dommages, on n'est pas là pour ça, nous on est là pour se focaliser vraiment sur la partie technique et opérationnelle. Point remarquable au sens premier, c'est l'APU, sa petite porte là qui est ouverte, c'est-à-dire que l'APU fonctionnait. C'est normal si les 2 moteurs sont éteints. Là, on voit les niveaux des volets. On avait bien volé 5, ça a beaucoup fait parler, et nous aussi au début. Les volets étaient bien placés. Et au niveau du train, le train était bien sorti. On va revenir dessus. Au niveau de ce bloc-là, on a les contrôles donc au niveau du fuel qui était bien sûr on, donc dans la bonne position. Donc l'avion n'est pas allé au sol avec le fuel cut-off enclenché. Je vous disais qu'il y a certaines choses qui sont remarquables par rapport aux informations qui circulaient avant. Les informations qu'on a eues juste après le crash, c'est que le copilote avait 1100 heures de vol. Or, il s'avère que ce sont des heures sur type. Pourquoi est-ce que ça a fait parler? Parce que par exemple aux États-Unis, si vous n'avez pas 1500 heures de vol total, vous n'avez pas le droit d'aller faire de gros avions de ligne. Donc certains défenseurs de la fameuse loi des 1500 heures ont dit « Ah bah regardez, il n'avait pas les 1500 heures ». Fake news, il avait 3400 heures total, le commandant de bord 15 000 heures, dont 8 000 heures sur type. On est face à un équipage qui est parfaitement expérimenté et, point remarquable, ça c'est très important, j'attends de voir ça pour le crash en Corée, c'est leur fatigue liée à l'activité des derniers jours. Rien dans les 24 heures, notre copie, il a travaillé, il a volé 6h10 dans les 7 derniers jours, le commandant de bord 7h12. Donc peut-être qu'ils ont fait du simu, peut-être qu'ils ont fait d'autres fonctions, mais quand on regarde sur 30 jours, le commandant de bord est à moins de 60 heures, le copilote est à 66 heures. Là où, de mémoire, on peut être dans les 90 heures max. Donc on n'est pas sur un équipage qui a une énorme fatigue du fait de son rythme opérationnel. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que d'un point de vue cognitif, en plus vu l'horaire, ils doivent être au taquet, au maximum de leur capacité. Donc par rapport à ça, ce qu'on retient, c'est que on avait un équipage très expérimenté qui, normalement en tout cas, n'était pas fatigué par le vol. Donc on a d'un point de vue facteur humain toutes les chances de notre côté. Niveau météo, on en a pas mal parlé, cause de l'impact, donc ça va réduire votre marge de manœuvre tout simplement. Vous avez des températures ici, donc du 37-38 degrés, c'est sous abri. Donc sur la piste, il fait beaucoup plus chaud. Là, on a toutes les communications et on voit qu'on a autorisation de décollage à 8h07:33 avec un vent du 240 pour 5 nœuds et ils ont fait leur Mayday à 09:05. Les enregistreurs de vol, ils ont tout sur les vols précédents. Ils ont également les 2 heures avant au niveau des coms. Ils n'ont pas publié toutes les communications à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'ils le feront derrière, mais ça va être important. À l'heure actuelle, ils cachent encore un petit peu certaines choses sur qui a dit quoi. On va revenir dessus. Là, on attaque dans le dur. On attaque dans le dur avec l'accident, avec toutes les informations. Le vol précédent, il se pose à 5h47 UTC. Il se gare.
Il y a un petit souci au niveau d'un stab post XDCR au niveau des logs. Donc ça, c'est classique en retour de vol. On vient marquer les problèmes que l'on a eu. La maintenance va regarder tout ça. Il est prévu pour repartir à Gatwick. Hop. Et là, derrière, c'est intéressant. Les pilotes sont basés à Mumbai. Et ils ont été mis en place la veille. Donc par rapport à l'activité, voyez, on voit qu'ils n'ont pas volé dans trop les jours d'avant, mais en fait la veille ils font une mise en place. On ne sait pas à quelle heure ils sont arrivés pour cette mise en place. Donc lors de la mise en place, vous arrivez avec votre équipage, ou des fois c'est un pilote, plusieurs pilotes, ils sont arrivés de Mumbai, ils sont montés en tant que passagers dans un avion, et ils sont allés à l'hôtel et ils ont été récupérés le matin. Donc ils ne sont pas basés à Ahmedabad. Ils ont fait une mise en place la veille, on saura combien d'heures ils ont pu dormir en fonction de cet horaire de mise en place, mais c'est cadré par des textes. D'ailleurs, on le voit juste derrière, ils ont bien eu le repos nécessaire. C'est le pilot flying, donc celui qui gère l'avion, qui est en gros le papa, si vous voulez, qui gère la totale, qui pilote l'avion. C'était le copilote et le commandant de bord, c'était le pilot monitoring. Donc c'est le copilote qui va avoir les mains sur le yoke, c'est le commandant de bord qui va faire les checklists, qui va aider. Et donc c'est le copilote qui va demander la rentrée du train et le commandant de bord qui va rentrer le train. Au niveau des autres informations sur le vol, ça c'est super intéressant, ils ont fait un test, ils ont soufflé dans le ballon. Ils ont soufflé dans le ballon à 6h25 UTC. Alors je ne sais pas s'il y a une procédure standard là-bas, si c'est... voilà. Moi, à l'époque où j'étais dans ce milieu-là, il n'y avait pas de breath analyzer, donc il n'y avait pas de test de votre souffle et de ce que vous avez dans les poumons et dans le sang. Je vais vous dire, je trouve que c'est une bonne chose, ça m'étonne, et si vous volez dans ces zones du monde ou vous volez n'importe où sur Terre, je suis fanat de savoir si on vous fait faire également ce genre de test. Je ne sais pas si c'est systématique, c'est pas précisé, mais c'est la première fois que je vois ça dans un rapport préliminaire. Donc ils étaient fit to fly. On voit qu'il y a une vraie logique de volonté de sécurité des vols avec ce genre de test. Ils arrivent à la gate à 7h05. Tout le monde charge. 54 tonnes de pétrole à bord. La masse au décollage, on n'est pas loin de la masse max, mais on a 5 tonnes de gras. Donc comme ils disent, c'est autorisé. Il n'y a pas de bien dangereux à bord. Des fois, vous pouvez avoir du fret dangereux, donc avec une réglementation particulière. Les vitesses, la V1, c'est la vitesse à laquelle vous prenez votre décision. Donc s'ils avaient une coupure des moteurs, on va dire à 150 nœuds, ils s'arrêtent. 152 nœuds, ils s'arrêtent. Coupure d'un moteur à 154 nœuds, on continue. VR, c'est la vitesse à laquelle on vient tirer sur le yoke, commencer la rotation, 155 nœuds. Et la V2, c'est votre vitesse de montée si vous perdez un moteur. Donc, vous ne voulez pas passer en dessous de 162 nœuds lors de votre montée en monomoteur, sinon vous pouvez avoir des gros soucis de contrôlabilité. Ce que l'on voit derrière, c'est qu'ils sont partis au roulage 7h48, tout va bien. La clearance, ils l'ont à 55. Ils sortent de la baie à 56. Ça roule pour le parking. Autorisation de décollage à 0,7. Donc on est sur un timing tout à fait normal. Ils sont autorisés à décoller à 0,733 et 4 secondes après, c'est parti. Ça partit, ça accélère. L'avion va accélérer. Il va mettre environ une petite minute à atteindre la vitesse qui va bien et ils vont lancer la rotation une minute après avoir commencé l'accélération. Donc là, tout va bien, tout est consistant. Une fois que vous avez fait la rotation, le nez va monter et ça va être le pilot flying qui va demander à ce qu'on rentre le train. Or, la rotation, l'avion est en l'air à 39 et à 42, ils sont à 180 nœuds et là, engine 1 et engine 2, les fuel cutoff, ils disent bien transition from run to cutoff. Ça veut dire que c'est pas d'un point de vue informatique, ils ont transitionné, ils sont passés de la position qui était à l'avant vers la position cutoff. Et pour ce faire, il faut soulever et tirer. Le tout dans un laps de 1 seconde. 1 seconde d'écart entre les deux. Et là, dans la foulée, le N1 et le N2, donc les soufflantes, les réacteurs gauche et droite, vont commencer à réduire leur performance et commencer à ce qu'on appelle à spooler down. Tout simplement, on vient de leur couper l'arrivée de pétrole, donc ils commencent à décélérer. À ce moment-là, on attend dans le cockpit voice recorder un des pilotes, on ne nous dit pas lequel, qui demande à l'autre pourquoi il a coupé. Tout petit terme d'anglais. J'ai vu passer des choses sur les réseaux sociaux. Why did he cut off? S'il parlait de la machine, il aurait dit Why did she cut off?
Un avion, c'est féminin. Donc on ne sait pas dans quelle langue ils ont parlé. Là, ça nous est reporté sans être du mot à mot, et c'est pour ça que c'est dommage en termes de précision. On aurait aimé avoir l'échange parfait, mais ça, on l'aura dans le compte-rendu final. Donc, il nous reste encore des choses pour mieux comprendre la situation. Mais si normalement, on parle de la machine, en anglais, on dit she. Donc, le i voudrait dire l'autre pilote et non pas la machine. On ne dit pas it, on dit she. L'autre pilote a répondu qu'il n'a pas coupé. Donc, il y en a un qui dit pourquoi est-ce que tu as coupé pourquoi est-ce que tu as fait cut-off? L'autre dit je n'ai pas coupé. On n'a pas les termes exacts et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un bouton qui est tellement rare d'emploi en vol. S'il a vraiment dit pourquoi est-ce que tu as fait le cut-off, c'est qu'il n'a aucun doute sur le fait que la personne ait fait ce cut-off. Si maintenant il a utilisé un autre terme, ça peut vouloir dire peut-être qu'il y a autre chose. Donc cette phase-là est à mon avis volontairement vague, donc on ne peut pas statuer à 100%, et ce ne serait pas étonné que ce soit aussi pour des raisons juridiques et tout qu'ils ont laissé ce flou. Là, on n'a pas le détail nécessaire au niveau de ce compte-rendu pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ça nous laisse entendre qu'un des pilotes l'a coupé, on ne peut pas le certifier à 100%. Donc vous savez que moi j'aime bien utiliser ce qu'on a dans l'armée, le post-probe, certes, possible, probable, certain. On n'est pas dans du certes au vu de ce compte rendu, et attention sur les jugements sur Internet, on est sur du probable, pas sur du certes. Et je pense que c'est volontaire de leur part, alors qu'on a des infos très précises à la seconde près. On sort d'une phase extrêmement précise, et là, volontairement, ils nous font du flou, ils ne nous citent pas exactement ce qui s'est passé. Donc on est sur un rapport préliminaire, donc on peut le comprendre. Dans la foulée, la rate sort. Il n'y a pas d'activité particulière au niveau des oiseaux, donc ce n'est pas une collision aviaire. Et là, l'avion va commencer à descendre. Ils vont repasser les deux cut-off sur run. Donc ça, c'est hop, the engine one transition from cut-off to run à 52. Donc ça, c'est intéressant. On voit que ça a recoupé. Là, vous voyez, on est moins précis au niveau de ces phases-là. Ils ne nous disent pas exactement à quel moment ça est passé sur off. Mais dans un laps de 10 secondes à peu près, c'est passé sur off. Et après, ça revient sur run. À ce moment-là, vous avez l'APU qui se met en route automatiquement. La rate, elle est sortie. Et par contre, là, on est très précis. On voit à 56, le engine 2 passe de cutoff à run. Donc, il semblerait que ça soit resté sur cutoff pour l'engine 2. On ne peut pas vous dire exactement là, mais il semblerait que ça soit resté au moins 8 secondes. Donc on a eu les deux moteurs qui ont été privés, si vous voulez, de pétrole pendant au moins 8 secondes. Et là, après, derrière, une fois qu'on leur redit run, vous avez des systèmes au niveau des réacteurs qui vont tenter de redémarrer. Et vous avez un redémarrage en cours au niveau du moteur 1, le moteur gauche. Donc la décélération s'arrête, ça commence à récupérer. Le moteur droit, lui, qui est resté plus longtemps à l'arrêt apparemment, il a réussi à redémarrer, mais il n'a pas réussi à arrêter sa décélération. Et il a essayé de recréer de la puissance, mais il n'a pas pu. Donc on est vraiment sur des logiques de réaccélération. On voit, regardez la taille des réacteurs, c'est énorme, ça prend du temps. Et surtout, il faut normalement une certaine vitesse, il faut une certaine enveloppe pour un rallumage efficace. Donc là, on a une bonne reprise du moteur gauche, good on G, comme diraient les Américains, c'est bien pour G. Le moteur droit a plus de mal, mais apparemment, il est resté coupé un petit peu plus longtemps. Donc on l'a déjà vu avec le 767 en 87, il aurait fallu 1000 pieds pour redémarrer. On l'a vu au Bourget avec un Falcon 10 qui avait perdu l'arrivée de carburant sur une démonstration en meeting au Bourget avec les deux réacteurs, ils avaient réussi à redémarrer. Mais là on est sur des réacteurs qui ont beaucoup d'inertie et forcément ça va prendre du temps. Donc là, alors que l'avion est toujours en décélération, on a un des pilotes, on ne sait pas lequel, qui passe un Mayday à 0,905. Encore une fois, on ne sait pas lequel. Et après, malheureusement, ça vient percuter le sol. Donc, en résumé, si vous avez mal à la tête, tout se passe complètement normalement. Le copilote tire sur le manche, l'avion décolle. Il n'a pas le temps de demander à ce qu'on rentre le train. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient couper au niveau des réacteurs l'arrivée de carburant. Paf. Et ça reste sur cut-off plusieurs secondes. Il lui demande pourquoi est-ce que tu as coupé. L'autre pilote, on ne sait pas lequel, dit je n'ai pas coupé. Dans les secondes qui suivent, les boutons sont remis vers l'avant et ils resteront jusqu'à la fin. La manette des gaz est amenée vers l'avant et elle y restera jusqu'à la fin. Les volets restent volets 5. La manette du train reste vers le bas. Et
ils font un mayday et malheureusement, avec le bilan énergétique qu'ils ont, le moteur gauche essaye de réaccélérer mais n'a pas le temps. Le moteur droit essaye d'arrêter sa décélération mais a du mal. On n'est pas dans la bonne enveloppe de vol pour le redémarrage des moteurs. Il leur manque tout simplement 200 mètres, 300 mètres d'altitude et ça serait probablement passé. Donc on se retrouve avec cette question qui est pourquoi est-ce qu'ils ont été passés sur arrêt? Est-ce qu'ils ont vraiment physiquement été mis sur arrêt? Il semblerait, mais on est sur du POS. Pardon, on est sur du probe. Est-ce qu'on peut incriminer un membre d'équipage à l'heure actuelle au vu des informations qui nous sont données? Non. Est-ce qu'on sait pourquoi il l'a fait? Non plus. Est-ce que c'est dans les procédures où il y a une raison de le faire? Absolument pas. Et quand on regarde derrière la suite un petit peu, il nous explique les prochaines étapes. Mais le point le plus important, c'est que, comme on le disait hier, à cette étape, eh bien, il n'y a pas de recommandation sur le 787 ou sur le moteur. Ce qui nous amène forcément à 3 leçons intéressantes que j'espère on ne va pas louper. Les 3 leçons qu'on peut déjà en tirer au niveau de l'industrie, ça serait les 3 leçons suivantes. La première, c'est si on avait la vidéo dans le cockpit, on saurait exactement ce qui s'est passé. Là, ce que l'on a, c'est du son et la position des boutons. Donc, il n'est pas impossible qu'on ne sache jamais précisément ce qui s'est passé. Et donc, ça risque de ramener le débat sur la vidéo dans le cockpit. Personnellement, je pense que tout ce qui peut aider à la sécurité est une bonne chose et que malheureusement, l'être humain est fait d'une telle manière que s'il a une caméra qui le filme en permanence, il a plus tendance à être intègre, à faire ce qui est juste. En numéro 2, la position du fuel cutoff. On parle souvent d'interface home system et pour ça, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit bien pensé. Il y a un monde où quand vous avez votre main sur un manette des gaz ici, vous avez une manche où vous pouvez avoir quelque chose qui s'accroche là. Récemment, j'ai travaillé sur un compte-rendu d'accident assez horrible avec le meilleur instructeur américain sur T6, instructeur de l'année, qui, tout en respectant les procédures, se débraye au roulage et alors qu'il va chercher ses rappels de jambes, qui se penche vers l'avant, sa boucle ventrale se prend dans sa poignée d'éjection. Or, il avait mis sa petite pin de sécurité dans la poignée d'éjection, mais il l'avait mal enfoncé. C'est un problème assez courant sur Mark 16. Et au moment où il se redresse, sa poignée ventrale se prend dans la poignée d'éjection, il se retrouve éjecté, séparé du parachute parce qu'il est plus brêlé, et il meurt. Donc on peut se retrouver des fois avec des choses non prévues, des interférences non prévues, une veste qui vient se prendre quelque part. On l'avait vu, là on parle de Boeing, mais on avait vu sur Airbus A350 que que du café renversé sur la manette des gaz avait emmené à l'extinction de réacteurs 2 fois de suite, ils n'avaient pas pu redémarrer. Donc il se passe toujours des choses un peu particulières dans l'aviation. Donc la grande question, je pense que les constructeurs vont être amenés à se poser. On a vu en 767, ils ont bougé le bouton de l'EEC. Est-ce que ces boutons-là sont ou ont besoin d'être à cet endroit-là, accessoirement accessible par une personne qui serait en passager sur le jump seat? On a vu sur un vol Alaska, quelqu'un a essayé de toucher ça en vol, il est en prison désormais. Donc est-ce que la position du fuel cutoff doit être amenée à évoluer? Est-ce que la manière de l'utiliser doit être amenée à évoluer? Leur ergonomie, si vous voulez, dans les prochaines années. Et le dernier point, c'est si dès le début tout le monde se dit c'est la faute des pilotes, le risque également c'est qu'il y ait moins de recherches qui soient faites sur un éventuel problème technique. C'est pour ça qu'il y a un gros danger de la tunnelisation lors de ces comptes rendus et que les médias peuvent avoir un impact, ou les réseaux sociaux un impact négatif sur l'enquête. C'est si tout de suite d'entrée de jeu on dit bah regardez, en fait le problème c'est le copilote qui a rentré les volets plutôt que rentrer le train. Et bah, fin de l'enquête, tout le monde va bien. Alors que ça se trouve derrière en creusant, bah, tu te rends compte que le copilote il était aux commandes, que c'est peut-être pas lui qui a touché aux choses, et qu'au final, si le train n'est pas rentré, c'est peut-être parce que c'était le commandant de bord qui devait le rentrer. Et il était peut-être occupé à faire autre chose au commandant de bord. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre qu'un événement, c'est toujours multifactoriel, que ça va toujours se finir par un des deux membres d'équipage, mais que si vous débriefez, que vous vous arrêtez que sur le membre d'équipage, vous risquez d'oublier ce qu'on appelle dans les bouquins chez les Anglais la root cause analysis, la raison primaire. Donc vous allez vous focaliser sur les petits incendies, vous allez oublier ce qui a créé cet incendie. Donc il faut essayer de trouver la panne mère, la problématique mère. Et peut-être que dans cet événement-là, ça va nous faire remonter jusqu'à l'ergonomie de nos cockpits, jusqu'à la philosophie d'emploi de ces boutons de fuel cutoff dont personne ne se préoccupait parce qu'on n'a jamais eu de souci vraiment dans l'aviation avec ça. Mais là, ce qu'on doit aux victimes de cet accident, c'est de s'assurer que cela n'arrive plus jamais
Et c'est pour ça qu'il est maintenant important d'attendre le rapport final où on aura une meilleure compréhension de qui a fait quoi, à quel moment. Et c'est extrêmement frustrant dans un monde où tout le monde a l'impression qu'on peut tout savoir en temps réel grâce à Internet. Il va falloir attendre, les laisser travailler et j'espère qu'ils travailleront de la manière la moins biaisée possible parce qu'il y a eu une époque dans l'aviation où c'est la faute des pilotes tout le temps et c'est pas ce qui nous a permis de grandir puisqu'on s'arrêtait sur l'étude du premier niveau. Il est indispensable de mettre les moyens pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer derrière. Vous avez un cap possible, hein. Le cap possible, c'est vous avez votre main dessus, vous faites secouer, il y a la montre elle accroche, vous bougez la main. Donc je pense qu'ils n'ont pas fini de faire des essais au simulateur, d'essayer de reproduire des choses qui sont passées. On va terminer avec une petite anecdote d'aviation de combat. J'ai un ami de mon père, il était en vol, il avait son casque, il y avait une petite vis sur son casque pour des systèmes de nuit, et il fait une boucle, et il met la tête en arrière comme ça. Quand tu fais ta boucle, c'est normal. Et au moment où il veut ramener sa tête pour regarder devant lui, il est bloqué. Donc il force un peu, et en forçant un peu, en fait, sa petite vis qui dépassait du casque, là, sa petite accroche, c'était pris au niveau du siège, de la poignée haute du siège éjectable, et ça l'a éjecté. Et il a eu beaucoup de mal à expliquer à l'état-major pourquoi il avait fini sous son parachute et que l'avion avait été perdu. Et il avait failli ne jamais avoir gain de cause. Et au final, ils ont réussi à reproduire l'accident et se rendre compte que ça venait de là. Donc, très important, on voit un événement, ne sautez pas sur la solution la plus simple ou la plus sexy d'un point de vue intellectuel. Il faut toujours prendre le temps, avec discipline, d'essayer de trouver la raison, la route cause, la raison mère. Sinon, on ne fait pas bien notre travail de sécurité et on ne fait pas autant progresser notre industrie que ce qu'on devrait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Là, on part sur le bassin. N'hésitez pas à venir nous voir sur le bassin d'Arcachon si vous êtes dans la région. Et fly safe.